Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit tour des sorties de septembre, des sorties que j'ai trouvées essentiellement sur NetGalley, et j'ai quand même fait beaucoup de ménage parce qu'il y avait beaucoup de choses. Donc on va les voir un par un, je vais vous lire le résumé que j'ai traduit, et puis voilà, on va se faire une petite idée. Donc le premier de ma liste, et je les ai classés par date de sortie, c'est Zero Day Ghost, écrit par Scott Olson. Pour ma part, je classe ça en adulte, c'est de la science-fiction, et ça parle d'IA. Donc c'est une sortie américaine, et je vous lis le résumé. Emily Hernandez, une hackeuse repentie devenue analyste pour la NSA, elle est en mission pour démanteler un impitoyable syndicat de cybercriminels qui a créé un botnet d'intelligence artificielle mortel qui se tapit dans l'ombre des ordinateurs corrompus. Dans une quête palpitante à travers le champ de bataille illuminé au néon de Hong Kong, Emily affronte des adversaires impitoyables et des autorités implacables. Zero Day Ghost est un techno-thriller électrisant pour les fans de Dean Koontz et Lee Child. Donc voilà, je trouvais ça pas mal. Voilà, moi ça me parle. J'aime bien le polar, j'aime bien la SF. Et il y a un côté, action, aventure, tout ça, donc ça a l'air bien sympa. N'hésitez pas éventuellement à dire dans les commentaires ce qui vous intéresse ou ce qui vous intéresse pas du tout dans cette liste. Donc ensuite on a Mercury, qui est écrit par Lloyd Hall, et c'est plutôt du young adult, avec de la SF et globalement une vibe Freaky Friday. Donc c'est également une sortie américaine, ça sort toujours le 1er septembre. À bord du vaisseau colonial Mercury, Lucy, âgée de 19 ans, aspire à en savoir plus sur son père décédé, au grand désarroi de sa mère, la capitaine. Lorsqu'une météorite mystérieuse envoie Lucy 20 ans dans le passé, elle se retrouve face à face avec sa mère adolescente et réalise qu'elles ont peut-être plus en commun qu'elle ne l'avait pensé au départ. Alors que des failles dans l'espace menacent de détruire le Mercury, Lucy cherche un moyen de sauver l'ensemble du vaisseau et, avec un peu de chance, de revenir à son époque. Bon alors c'est pas tout à fait Freaky Friday, puisque Lucy devient pas sa mère, mais bon, elle rencontre sa mère, je pense que voilà, c'est une façon dans l'histoire de recréer des liens, de tisser des liens entre les générations. Ensuite, on passe donc aux sorties du 5 septembre. Et on a Majority, écrit par Abby Goldsmith. C'est le premier d'une série. On nous annonce une trilogie, mais sur le site de l'autrice, il y a apparemment beaucoup plus que 3 livres. Donc c'est de la SF. J'ai l'impression que c'est du young adult. Là-dessus, c'est pas très très clair. Et ça parle apparemment beaucoup de politique. Donc c'est une sortie américaine. Et je voulais le résumer. La majorité obtient toujours ce qu'elle veut. Thomas Hill souhaiterait simplement qu'elle ne le veuille pas. Il n'y a aucun moyen d'échapper à une foule galactique de télépathes. Aucune façon pour lui de se fondre dans sa famille d'accueil et parmi les autres Américains moyens. Car Thomas a inventé un moyen de sauver sa propre vie. Son médicament arrête la progression de sa maladie neuromusculaire dégénérative. On dit de lui qu'il est le prochain Einstein, mais les simples humains n'ont aucune idée que sa capacité de traitement bio-ingéniérique rivalise avec celle d'un super-ordinateur. Il y a d'autres super-génies bio-ingéniériques dans la majorité. En fait, elle est guidée par eux. Certains, comme l'adolescente connue sous le nom de gouvernante ascendante, tentent secrètement de trouver des opportunités pour se libérer des contraintes sociales afin d'inventer des armes d'annihilation planétaire et de devenir les maîtres incontestés de toutes les créatures vivantes. Si Thomas veut mettre fin à la tyrannie utopique des super-génies, il aura besoin de plus que de la ruse pour tromper 30 billions de télépathes. Je trouve ça assez intriguant, très honnêtement, comme histoire quand même, parce que lutter contre des télépathes, c'est quand même extrêmement compliqué. Toujours le 5 septembre, là on part sur de la jeunesse. C'est The Curious Vanishing of Beatrice, je ne sais pas comment on le prononce ça en anglais, Willoughby. Donc c'est écrit par G.Z. Schmidt. Jeunesse, 8-12 ans. C'est de l'enquête et c'est Halloween, ça se passe à Halloween. C'est une sortie américaine.
Donc lorsque Beatrice Willoughby, âgée de 6 ans, a disparu lors de la fête annuelle d'Halloween des Amadeus, les habitants de la petite ville montagnarde de Nevermore se mirent rapidement à chuchoter. La maison des Amadeus est emplie de magie noire, et quand Morte Amadeus fut accusé du crime, les Amadeus, autrefois au centre de la société, se retirèrent. Ils fermèrent leurs portes et disparurent. 13 ans plus tard, 6 enveloppes atterrissent sur le pas de 6 foyers de la ville. Nous vous invitons cordialement à une célébration le 31 octobre, ce samedi soir, chez les Amadeus. Qui est réellement responsable de la disparition de la fillette 13 ans auparavant ? Les invités doivent travailler ensemble pour identifier le coupable parmi eux au cours de la soirée. Une énigme rusée et drôlement sombre, remplie de personnages étranges et se déroulant dans un manoir profondément enfoui dans les bois. Un puzzle inoubliable, parfait à lire lors d'une sombre nuit d'automne. Ça, je suis assez d'accord. L'ambiance s'annonce assez folle. Il y a un côté Cluedo, Agatha Christie, jeunesse qui, moi, m'emballe totalement. Et à mon avis, c'est vraiment un truc sympa pour les débutants parce que c'est du jeunesse et que potentiellement le vocabulaire est moins complexe. Donc pour ceux qui commencent la lecture en anglais, viser de la jeunesse, c'est un bon moyen de commencer. Donc ensuite on a Grave Expectations de Alice Bell. C'est de l'enquête, c'est du fantastique avec du LGBT. C'est une sortie américaine aussi. La presque médium Claire et sa meilleure amie Sophie acceptent de prendre en charge une tâche apparemment simple dans un vieux manoir délabré de la campagne anglaise. Réaliser une séance de spiritisme pour le 80e anniversaire de la matriarche de la famille. Les deux amies sont liées depuis avant que Sophie ne disparaisse, lorsqu'elles avaient 17 ans. Tout le monde est convaincu que Sophie s'est simplement enfuie, mais Claire connaît la vérité. Claire sait que Sophie a été assassinée, car Sophie la hante depuis lors. Claire et Sophie ne sont pas préparées à ce qu'elles rencontrent en arrivant au manoir. Un fantôme, tragique et méconnaissable, est clairement l'esprit de quelqu'un tué lors de la fête de l'année précédente. Claire décide quelles sont les meilleures personnes pour résoudre l'affaire, et avec l'aide des seuls membres de leur famille d'accueil qui ne semblent évidemment pas coupables, le séduisant ex-policier Sébastien et le jeune non-binaire bien trop cool Alex, il lance une enquête pour déterminer lequel des invités de l'année dernière n'a jamais quitté les environs du manoir. Ce qui suit est une enquête quelque peu irrégulière impliquant de voler une soutane de prêtre, de trop boire pour se souvenir d'interroger leur suspect, et bien sûr un goth violet étincelant de Tchekhov. Alors que Claire essaie désespérément de garder sous contrôle le secret honteux qui pourrait définitivement faire fuir ses nouveaux amis, le groupe doit trouver le meurtrier avant que le meurtrier ne les trouve. Voilà, donc ça annonce, à mon avis, plein d'humour, un peu déjanté, et plein d'action. Moi, je trouve que ça a l'air quand même bien sympa, ça me tente bien ce truc-là. Ensuite, on a The Circumference of the World par Lavi Tidhar. C'est de la SF, c'est adulte. Il y a un côté enquête aussi, je trouve, à cette histoire. C'est également une sortie américaine. Donc, Delia Welektabi a découvert 2 choses pendant son enfance sur une île du Pacifique Sud. Son amour pour les mathématiques et un roman qui n'est censé pas exister. Mais le livre insaisissable s'avère dangereux de manière inattendue, attirant l'attention d'Oscar Lenz, un mafieux russe en pleine crise existentielle. Lorsque le mari de Delia disparaît, elle demande de l'aide à Daniel Chase, un jeune libraire atteint de prosopagnosie. Et là j'ai cherché, la prosopagnosie c'est un trouble neurologique rare qui se caractérise par l'incapacité à reconnaître les visages humains. Étoile de l'Aude a été écrit par le tristement célèbre Eugène Hartley, un écrivain légendaire de science-fiction pulp et fondateur de l'église des yeux qui voient tout. Dans le roman d'Hartley, un double de Delia recherche son père disparu dans une étrange étoile. Mais est-ce que Étoile de l'Aude a la moindre part de réalité ? Hartley était-il un escroc cynique en quête de richesse et d'immortalité créant une religion à laquelle il ne croyait pas ? Ou était-il un visionnaire qui a vraiment découvert les secrets de l'univers ? Voilà, ça a l'air très intriguant cette histoire-là. Moi, ça m'intrigue en tout cas. Ensuite, on a House of Ash and Bone de Joel Sutherland. Ça, c'est une sortie canadienne. C'est du young adulte, c'est de l'horreur et ça parle de malédiction.
Joséphine Jagger, âgée de 17 ans, est une écrivaine talentueuse dotée de capacités spéciales qu'elle ne comprend pas totalement. Au fil des années, elle a développé des méthodes pour faire face aux voix qu'elle entend dans sa tête, mais la vieille maison dont sa famille a hérité dans le Vermont pousse Joséphine à remettre en question ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Joséphine a alors son premier aperçu d'une femme ombrageuse aux cheveux longs, à la peau pâle, au sourire démesurément large et aux orbites vides. Son nom est Dorcas, le fantôme d'une sorcière décédée il y a 300 ans. Elle a convoqué la famille dans le Vermont pour les piéger, puis les dévorer, afin de ressusciter et de vivre à nouveau. C'est un livre avec beaucoup d'ambiance. Ensuite, et toujours à la même date, on a It Found Us de Lindsay Curry. C'est du young adult également, du fantastique, et avec un côté enquête aussi. C'est une sortie américaine. Hazel Woods, âgée de 12 ans, a toujours eu un don inhabituel pour les enquêtes. Certains pourraient appeler cela de l'espionnage, mais tout ce qu'elle veut vraiment, c'est résoudre les mystères de la ville. Alors, lorsque par hasard elle surprend son frère Dan en train de planifier de se faufiler au cimetière la nuit pour un jeu de cache-cache épique, elle décide de se joindre secrètement à lui. Cela semble être l'occasion parfaite pour enquêter sur les rumeurs disant que le cimetière est hanté. Mais dès que le jeu se termine, Hazel réalise que quelque chose ne va pas du tout. Depuis sa cachette dans les buissons, elle entend que le meilleur ami de son frère, Everett, est porté disparu. Hazel et Dan sont déterminés à retrouver Everett avant qu'il ne soit trop tard. Mais à mesure qu'ils commencent à démêler les indices terrifiants qui ont commencé à apparaître depuis cette nuit au cimetière, elle n'est pas sûre de ce à quoi ils ont affaire. Mais Everett a besoin de plus que des groupes de recherche et des chiens de piste pour le retrouver. Surtout si sa disparition est liée à l'histoire du cimetière et aux esprits perdus âgés d'un siècle qui pourraient encore être piégés là-bas. Ensuite, on a Exadelic de John Evans, sortie américaine, prévue le même jour, science-fiction adulte cette fois, et une science-fiction qui est apparemment mélangée de fantasy, donc ça a l'air assez intéressant et assez atypique. Lorsqu'une branche non conventionnelle des forces armées des États-Unis forme une intelligence artificielle aux arts obscurs que l'humanité appelle magie noire, elle apprend comment pirater la trame de la réalité elle-même. Elle peut téléporter la matière, elle peut conférer l'immunité aux balles. Et elle décide qu'Adrian Ross, un obscur cadre moyen de la Silicon Valley, est la principale menace pour son existence. Bientôt, Adrian est en fuite, recherché par toutes les autorités, sans idée de comment ou pourquoi il pourrait être une menace. Sa situation semble désespérée, son avenir inexistant. Mais lorsqu'il enquête sur l'IA et ses créateurs, il découvre que ses problèmes sont encore plus étranges qu'ils n'y paraissent, et met au jour des révélations qui le propulseront dans un voyage et une histoire d'amour à travers des mondes, des époques et tout partout en même temps. Je trouve ça assez rigolo. Je sais pas du tout si c'est une ref voulue à Everything Everywhere All at Once, mais voilà, à voir. Ensuite, on a Partition Critical Era de Kevin Kane. C'est de la SF adulte avec de l'enquête. Ça sort le même jour, donc toujours le 5 septembre, et c'est une sortie américaine. Bienvenue dans la nouvelle Utopia. La planète est en train de mourir, une méga-corporation contrôle tout, mais au moins vous n'avez plus à travailler. Pas quand une IA organique prend le contrôle de votre corps chaque nuit. Le détective Noble commence à voir la vérité selon laquelle lui et les autres nuits ne sont rien de plus que des esclaves programmés vivant à l'intérieur des jours. Après 8 années difficiles à partager le même corps, une rencontre fortuite avec un vieil ami change tout. Maintenant, la mémoire d'Eric a disparu. Une femme a été assassinée, et si les choses n'étaient pas assez compliquées, il est le principal suspect. 2 esprits, un seul corps et une société au bord du précipice. Ce qu'ils feront ensuite déterminera le destin des 2 mondes. Alors celui-là, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, et je vous laisserai découvrir ma chronique sur le sujet. Ensuite, on passe au 7 septembre, et on a une sortie britannique jeunesse. Ça s'appelle Welcome to Camp Killer de Cynthia Murphy, et voilà, c'est thriller, horreur, jeunesse. C'est annoncé comme étant du jeune young adulte. Mais l'éditeur explique que ça a été édité pour être accessible aux lecteurs un petit peu plus jeunes. Donc voilà, je suppose que c'est accessible aux lecteurs 8-12 qui auraient déjà pas mal d'expérience de lecture.
Et en ça, voilà, c'est aussi un livre que je pense être très adapté aux débutants qui auraient envie de lire de l'horreur. Lorsqu'un camp de vacances dans le plus pur style américain est mis en place dans les jardins d'une demeure de la campagne anglaise, les animateurs adolescents du camp sont impatients de passer un été amusant avec des activités. Mais dès le début, les choses ne semblent pas tout à fait normales au camp Miller. Des rumeurs circulent à propos d'une tragédie qui s'est déroulée dans les jardins et des apparitions fantomatiques inexpliquées sont signalées. Ensuite, les incidents commencent. Une quasi-noyade sur le lac, une chute mortelle depuis une falaise. S'agit-il d'accidents tragiques ou y a-t-il quelque chose de plus sinistre en jeu au camp Killer ? Mystère. Ensuite, on passe aux sorties du 12 septembre. Warped State, ça c'est le premier livre d'une série qui s'appelle Gifted of Brennex et c'est écrit par Joe Miles. C'est de la science-fiction adulte LGBT, c'est une sortie américaine. L'un souhaite réparer le système entrepreneurial défaillant, l'autre veut tout détruire. Jasper Wilder possède un don secret, la capacité de voir les relations entre les gens comme des liens physiques. Bien que son don lui ait bien servi en tant qu'activiste, c'est un vestige indésirable de l'occupation corporative de sa planète d'origine. Lorsqu'il découvre que la société Ravel a relancé le même projet de recherche mortelle qui a apporté la tragédie à sa génération, Jasper jure de l'arrêter, quel qu'en soit le coût. Arrivant sur la planète de recherche de Ravel, il est immédiatement attiré par Sewing, un brillant activiste local qui devrait être un allié, sauf pour sa loyauté frustrante envers son employeur corporatif. Sewing, déterminé à réparer Ravel de l'intérieur, sait que l'expertise de Jasper pourrait tout changer. Si seulement il pouvait faire confiance aux intentions de Jasper. Si Jasper suit son plan, Sewing sera certainement blâmé, mais s'il ne le fait pas, toute la planète en souffrira. Pendant ce temps, la sécurité de Ravel cherche à les détruire tous les deux. Pour stopper le projet, Jasper pourrait devoir sacrifier la personne à laquelle il commence à s'attacher, à moins qu'il ne trouve un moyen de s'allier. Mystère. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va donner ce livre, hein. Peut-être que c'est un peu trop axé sur les corpos, je sais pas du tout, mais c'est intriguant. Ensuite, on a A Market of Dreams and Destiny. C'est écrit par Trip Gallet et c'est une romance LGBT fantasy, sortie américaine. C'est intéressant parce que c'est une sortie américaine, mais ça se passe au Royaume-Uni. Sous Covent Garden se trouve le marché du dessous, où tout a un prix. Le premier rougissement d'un amoureux, un mois d'honnêteté, 5 minutes de force, une once de chance et de fortune. Enfin, Derry a été vendu à l'un des marchands les plus puissants du marché en tant qu'apprenti humain. Maintenant, après 17 ans de servitude et de vol des secrets de son maître, Derry repère une opportunité d'acheter non seulement sa liberté, mais aussi sa place parmi l'élite de ce marché. Une princesse en fuite arrive, cherchant à vendre son destin. Derry sait reconnaître une opportunité quand il en voit une et conclut la transaction du siècle. S'il peut la revendre, sa vie sera faite. Mais s'il est pris avec les marchandises, cela lui coûtera sa liberté à jamais. Maintenant que Derry a rencontré un jeune homme charmant et séduisant, et l'a convaincu que 3 rendez-vous sont un prix adéquat pour ses conseils et son accompagnement, il se rend compte qu'il a plus à perdre que jamais. Les nouvelles de la princesse se répandent rapidement, et avec les exécuteurs royaux qui se rapprochent, Derry se retrouve au centre de l'attention non désirée de son maître. Il devra mettre les bouchées doubles pour déjouer le maître marchand, sauver l'homme qu'il aime, se faire un nom, et peut-être changer le destin de Londres à jamais. Voilà, donc ça a l'air assez sympa. Potentiellement, c'est du young adult aussi, mais je pense que ça peut être très très sympa pour adultes. Ensuite, on passe aux sorties du 19 septembre, avec Follow the Shadows. Pareil, premier titre d'une série, The Tales of Murden. C'est écrit par Rosemary Drysdale, et c'est de la fantasy young adult. Maryse désespère de rentrer chez elle en vie. Au lieu de se livrer à la divination et au sort, elle doit désormais utiliser ses compétences en Wicca pour survivre à Murden, naviguant entre les factions rivales de dragons, chevauchant Javir sans tomber et évitant les dangers inconnus d'un paysage étranger. À travers une série d'aventures et de mésaventures, elle apprend que les dragons sont en proie à une extinction lente due à une maladie mystérieuse. Certains la voient comme faisant partie de la cause. D'autres espèrent qu'elle est la clé d'un remède. Maryse
grandit rapidement alors que son attention se détourne de l'évasion de Murden pour sauver les dragons. Elle puise dans ses pouvoirs, son intuition et l'aide de chez elle alors qu'elle et Javir entament une quête pour résoudre le puzzle du déclin. S'ils survivent et si leur confiance et leur courage sont forts, ils pourraient réussir. Sinon, les dragons de Murden cesseront d'exister. Même jour, toujours une sortie américaine, on a Sandy Mancer par David Edison. C'est un mélange fantasy et SF teinté d'aventure. Tout ce que Coralie Vinette a jamais connu, c'est la poussière. Son monde entier est constitué de cette substance. L'eau est la chose la plus précieuse dans l'univers. Quelques privilégiés contrôlent les éléments qui restent, mais le monde n'a pas toujours été un désert de poussière et toute la verdure n'est pas perdue. Coralie a un secret. Elle a de la magie dans ses os et peut puiser dans le pouvoir du sable sous ses pieds pour accomplir sa volonté. Mais quand elle le fait, elle finit par invoquer un monstre, l'ancien roi Dieu qui a détruit le monde il y a 800 ans et a volé le corps de sa meilleure amie. Coralie risquera le monde entier pour récupérer ce qu'elle a perdu, si son nouveau compagnon ne la tue pas d'abord. Même jour, sortie américaine, Nightbreaker de Kokoma, c'est un young adult post-apo urban fantasy. Rei fréquente une école préparatoire exclusive à New York, mais contrairement à ses camarades de classe, elle accueille favorablement la tombée de la nuit. C'est à ce moment-là qu'elle peut chasser en secret les Deathlings, ces créatures mortelles qui ont rôdé dans les tunnels du métro de Manhattan et les rues ensanglantées depuis la disparition. Après qu'ils aient brutalement assassiné ses parents il y a des années, Rei veut se venger. Pour y parvenir, elle doit se qualifier pour et remporter le tournoi, une compétition pour rejoindre les rangs des chasseurs légendaires de Deathlings de la ville. Les activités nocturnes de Rei devraient lui donner un avantage, mais les autres concurrents sont féroces, et dans certains cas familiers. Kiran Cross, le rival le plus exaspérant de Rei, et son ex-petite amie. Très vite, elle se retrouve dans la ligne de mire des élites qui veulent maintenir la classe dirigeante de la ville au pouvoir, ainsi que de ceux qui ne reculent devant rien pour la renverser. Ensuite, on a Starter Villain qui sort également le même jour de John Scalzi. C'est apparemment adulte, c'est du fantastique et ça parle de super. La vie de Charlie ne mène nulle part rapidement. Un enseignant suppléant divorcé vivant avec son chat dans une maison que ses frères et sœurs veulent vendre, tout ce qu'il veut c'est ouvrir un pub en centre-ville, si seulement la banque approuvait son prêt. Puis son oncle longtemps perdu, Jake, meurt et laisse son entreprise de super méchant, avec un repère sur une île volcanique, à Charlie. Mais devenir un super méchant ne se résume pas à des rayons de la mort géants et des bassins de lave. Jake avait des ennemis, et maintenant ils en veulent à Charlie. Son oncle aurait pu être un méchant modèle du genre à l'ancienne, mais ceux-ci sont les vrais, des prédateurs riches et sans scrupules, soutenus par des sociétés multinationales et des capitaux risques. C'est à Charlie de remporter la guerre que son oncle a commencée contre une ligue de super méchants. Mais avec des dauphins syndiqués, des chats espions hyper intelligents qui parlent et un redoutable homme de main à ses côtés, devenir mauvais commence à sembler plutôt bien. Dans un monde où les chiens mangent les chiens, soyez un chat. J'aime beaucoup la conclusion. Ensuite, on passe au 26 septembre avec la sortie de The Mystery of Raspberry Hill. C'est une sortie américaine, c'est de la jeunesse, horreur et enquête. Les adultes pensent tous qu'elle va bientôt mourir. Elle peut le voir dans leurs yeux. Pourtant, quand la pauvre Stina, âgée de 12 ans, est envoyée au lointain sanatorium de Raspberry Hill, elle n'en croit pas ses yeux. Elle a le droit de monter dans une vraie voiture pour se rendre à l'hôpital, qui ressemble à un magnifique château caché au fond de la forêt. Mais alors que Stina explore les longs couloirs résonnants de sa nouvelle demeure étrange, elle commence à soupçonner que le bâtiment dissimule un sombre secret. Comment l'ancienne LS a-t-elle brûlé ? Pourquoi sa mère ne répond-elle à aucune de ses lettres ? Et de quoi les infirmières ont-elles si peur ? Stina est déterminée à résoudre le mystère de Raspberry Hill, mais à mesure qu'elle se rapproche de la vérité, elle se trouve en grave danger. Ensuite, même jour, sortie américaine, on a The Navigating Fox de Christopher Rowe. Ça, c'est de la fantaisie adulte, et ça se présente comme une fable. Quintus Schuall, le seul renard navigateur du monde, est en disgrâce après avoir guidé une expédition vers sa perte, ne laissant aucun survivant. Un an plus tard,
Quintus se voit offrir la chance de se racheter. Il devra conduire une équipe hétéroclite et tumultueuse, composée d'humains et d'animaux, jusqu'aux portes de l'enfer. Alors à mon sens, ça c'est quelque chose que vous pouvez tenter, peut-être même en étant débutant, parce que c'est un livre très court qui fait 160 pages. Donc voilà, je dis peut-être que ça se tente. Il faut voir si le vocabulaire est un peu velu, sans jeu de mots, mais voilà. Donc sortie suivante, même jour, The Pomegranate Gate de Ariel Kaplan, qui est un tome 1 d'une trilogie. Le cycle du Royaume Miroir. Là, on est sur un gros bouquin par contre. Hein. Là, on est sur un gros livre, donc potentiellement, si vous êtes débutant et que vous le sentez pas trop, ne vous lancez peut-être pas là-dessus. C'est du young adulte, fantasy, qui est apparemment très inspiré de l'Inquisition espagnole et qui mélange du folklore juif. Donc voilà, ça peut être très intéressant en termes de world building. Toba Pérez peut parler mais pas crier, dormir mais pas rêver. Elle peut écrire avec les deux mains en même temps dans différentes langues, mais elle garde ses talents cachés sur les conseils de ses grands-parents. Naphtali Kresk voit des choses qui ne sont pas réelles et rêve de choses qui le sont. Toujours la déception de la famille, Naphtali risquerait quand même sa vie pour honorer les dernières volontés de son père. Après que la reine ait demandé à chaque juif de se convertir ou de faire face à l'exil, Toba et Naphtali font partie des milliers de juifs qui fuient leur foyer. En désobéissant aux ordres royaux d'abandonner toutes leurs possessions, Toba garde une amulette qu'elle ne doit jamais enlever. Naphtali fait passer en contrebande un livre vieux de plusieurs siècles qu'il lui est interdit de lire. Mais l'Inquisition est à la recherche de ces trésors particuliers, et elle ne recherche pas seule. Toba trébuche à travers un verger de grenadiers et pénètre dans le monde miroir des Maziques, des immortels mythiques et terribles avec leur propre Inquisition, tout aussi cruelle et encore plus puissante. Avec les royaumes des Maziques en plein tumulte politique, cette Inquisition prépare son plan pour contrôler les deux mondes. Dans chaque monde, Toba et Naphtali doivent échapper aux deux inquisitions suffisamment longtemps pour démêler le lien entre leurs héritages familiaux et le royaume des Maziques. Leurs destins sont liés à cet endroit étrange, et c'est à elles ou eux, je n'ai pas su déterminer si les deux personnages étaient des filles, de le sauver. Voilà, donc ça s'annonce assez épique, et des volumes quand même assez importants. Hein. Le premier volume fait quasiment 600 pages, et si on a 3 volumes comme ça, voilà, il faut vous le sentir. Même jour, on a Death and the Sisters, qui est écrit par Heather Redmond. C'est du young adulte, thriller, romance, inspiré de personnages réels, puisque ça parle de Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein. Londres, 1814. Mary Godwin et sa demi-sœur Jane Clairmont, toutes deux âgées de 16 ans, possèdent des esprits vifs renforcés par une éducation non conventionnelle et ont peu d'égard pour les règles auxquelles les autres jeunes femmes se plient. Marie, dont la mère a défendu avec renom les droits des femmes, rejette les deux voies qui semblent s'offrir à elle, celle d'une assistante dans la librairie de son père ou celle d'une épouse ordinaire. Bien que plus silencieuse et réservée que la turbulente Jane, l'imagination de Marie est vive et elle aspire à des aventures dans le monde réel. Un soir, une opportunité se présente sous la forme d'un invité au dîner, Percy Bysshe Shelley. À 21 ans, Shelley est déjà un poète et un radical renommé. Marie trouve leur visiteur séduisant et captivant, mais c'est plus tard dans la soirée, après la fin de la fête, que les événements prennent un tournant vraiment intrigant. Lorsque Marie descend à la recherche d'un livre, elle trouve à la place un homme étendu face contre terre, avec un couteau dans le dos. Le défunt, semble-t-il, était un ancien camarade de classe de Shelley, et était récemment devenu un rival personnel et professionnel. Que faisait-il chez les Godwin ? Marie, Jane et Shelley sont tous attirés pour découvrir la vérité derrière cette tragédie, d'autant plus que chaque découverte semble laisser entrevoir un réseau complexe qui implique de nombreuses personnes proches de Shelley. Mais alors que l'attirance entre Marie et le poète marié s'intensifie, elle provoque une rivalité entre les sœurs, tout en allumant le feu créatif intérieur. Voilà, donc pour ceux qui s'intéressent à Mary Shelley, ça peut être vraiment, vraiment sympa à lire. Ensuite, on a, même jour, Find Him Where You Left Him Dead, de Kristen Simmons, du young adulte, fantastique, avec peut-être un côté aventure et peut-être un petit peu horreur. Il y a 4 ans, 5 enfants ont commencé un jeu. Tous n'ont pas survécu.
Maintenant, à la fin de leur dernière année de lycée, les survivants, Owen, Madeline, Emerson et Dax, se sont retrouvés pour une raison étrange et terrible. Ils ont été convoqués par le fantôme de Ian, l'ami qu'ils avaient laissé pour mort. Ensemble, ils retournent à l'endroit où leur amitié s'est terminée avec un seul objectif, retrouver Ian et le ramener chez lui. Ainsi, ils relancent le jeu mortel qu'ils n'ont jamais terminé. Un innocent défi de cartes appelé Meido, un jeu sans instruction. Dès qu'ils commencent, ils sont entraînés hors de la réalité et dans un paysage infernal et étrange de monde souterrain japonais, plus terrifiant que même les contes populaires les plus sombres que la grand-mère d'Owen lui racontait. Là, ils rencontrent Shinigami, une vieille sage qui explique les règles. Ils ont une nuit pour accomplir 7 défis, sinon ils resteront coincés dans ce monde pour toujours. Autrefois inséparables, les survivants ne peuvent plus se supporter les uns les autres. Mais les défis exigent qu'ils travaillent ensemble, réfléchissent rapidement et fassent des sacrifices. Et une fois de plus, tout le monde ne sortira pas vivant. Donc clairement, on est ici sur quelque chose qui est du genre Jumanji avec du folklore japonais. En petit bonus, je vous rajoute un livre qui n'est pas de la fiction. Ça sort le 5 septembre et ça s'appelle The Science of Agatha Christie. C'est écrit par Meg Afdal et Kelly Florence. C'est assez intéressant, ça va décortiquer un peu la science derrière toutes les histoires d'Agatha Christie. Ça va se poser des questions sur les poisons utilisés, est-ce que ça fait vraiment cet effet-là, la psychologie, voilà, tout ce qui fait les enquêtes d'Agatha Christie. Les deux autrices vont se poser la question de est-ce que ça tient le coup scientifiquement, voilà, et c'est assez intéressant. Par contre, il faut avoir lu quand même la plupart des livres qui sont cités, sinon vous allez vous spoiler les histoires totalement. Voilà. Mais en tout cas, c'est un bouquin que j'ai commencé et qui est bien sympathique. Si vous êtes un fan d'Agatha Christie, c'est une lecture qui est très agréable et instructive. Voilà. Donc, ça fait quand même pas mal, hein. On a vu pas mal de bouquins. Le mois de septembre est toujours un petit peu chargé en sorties. Moi, je vous ai fait la liste de tout ce qui m'intéressait, hein, de toute évidence. J'ai retenu que ces livres-là. Et voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous intéresse, et potentiellement qu'est-ce qui vous intéresse pas, ou qu'est-ce qui vous intéresse et qui n'est pas dans cette liste. Voilà, ça m'intéresse aussi de savoir si potentiellement il y a des choses que j'ai ratées sur NetGalley ou qui sont pas forcément là et qui sont annoncées ailleurs. Voilà, donc à la prochaine, et lisez des livres en anglais.